êtes tous réunis ici sur le thème pourquoi la philosophie, pourquoi en un mot et pourquoi la philosophie en deux mots. Pourquoi on a choisi ce thème? D'abord parce que c'est un duo, et à la demande de notre ami Marc Liotto, qui n'est pas là, évidemment, il nous a abandonné, le salaud. À la demande de Marc Liotto, il nous a dit que ce serait bien que vous ayez une conversation tous les deux sur un thème philosophique, sachant que nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer et nous avons déjà un petit peu polémiqué ensemble à la médiathèque de Cannes, entre autres. Et donc on a choisi un thème qui est un thème qui unifie en quelque sorte nos deux courants respectifs, si courants il y a, vous verrez, qui est de parler de la philosophie tout simplement, mais de partir en préambule, c'est pour ça que j'y viens, à pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots. Donc vous avez compris que le pourquoi en un mot, ben, c'est la cause, c'est pour quelle raison faire de la philosophie, et pourquoi en deux mots, ben, c'est le but que l'on va chercher à atteindre. Et c'est vrai que quand vous avez un public, par exemple, d'enfants qui sont du CP au CM2, alors on fait de la discussion à vision philosophique, de la DVP, je vous aurai l'occasion d'en parler dans la deuxième partie, après 2 heures d'intervention, sur ce qu'est la discussion à visée philosophique, et ce qu'on appelle les NPP. Alors c'est tous des signes évidemment très complexes qu'on invente comme les médecins de Molière pour que personne ne comprenne. Les NPP, c'est les nouvelles pratiques philosophiques. Les nouvelles pratiques philosophiques. Et dans les NPP, vous avez entre autres l'intervention en école primaire, voire maternelle. Donc il est très difficile, quand vous avez un public du CP au CM2, bien évidemment, de démarrer en disant pourquoi la philosophie en un mot, pourquoi la philosophie en deux mots. Et pourtant, si on y réfléchit, pourquoi en un mot, la philosophie naît indiscutablement de l'étonnement. C'est l'étonnement qui est à l'origine de la philosophie. Et cet étonnement, en réfléchissant à ça, et en préparant quelques notes, tout de suite il m'est venu, ça c'est mon côté homme d'action nostalgique de la métaphysique, et non pas l'inverse, je me suis rendu compte qu'il y avait une phrase tout de suite qui me venait à l'idée, c'est la fameuse formule d'Angelus Silesius, vous savez, le mystique que vous lisez tous avant de vous endormir le soir, qui dit « La rose est sans pourquoi ». Vous connaissez tous cette phrase? Elle est magnifique, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, n'a pour elle aucun soin, ne demande pas, suis-je regardé. C'est très beau. Et ce mystique, en fait, a été repris par de très grands philosophes qui vont de Heidegger à Rilke en termes de littérature, mais Schopenhauer également. Et je me suis dit, en fait, la différence que j'ai avec la rose, c'est que moi j'ai des pourquoi. Et cette différence, c'est certainement cette origine qui va me permettre, dans une traduction partielle justement de Silesius, vous avez ce titre qui a été choisi, qui est « Un chemin vers la joie ». La rose, elle est déjà dans la joie. C'est-à-dire, moi, je suis très inférieur à la rose, je vous le dis tout de suite. C'est quoi? Il faut que je retrouve le chemin qui m'amène à la joie. Alors que la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, n'a pour elle-même aucun soin, ne demande pas suis-je regardé. Donc c'est grâce à cet étonnement, ce côté humain, qui peut être trop humain, comme le dirait un certain Nietzsche, que je vais essayer d'atteindre le bonheur. J'ai dit le grand mot. Le bonheur, c'est le but. C'est le pourquoi en 2 mots. C'est le but. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà, c'est le but. C'est l'objectif. C'est le bonheur perdu de la rose. Et, si je voulais être cuistre, le sens étymologique de paradis. Je me suis amusé à les rechercher. Vous savez que les travailleurs du concept, on est plein de manies. Et une des grandes manies que nous avons, c'est d'aller chercher l'étymologie des mots. Je lui dis paradis, tiens, paradis, je vais chercher l'étymologie des mots. Groupe d'immeubles qui s'appelle Paradis, club échangiste qui s'appelle le Paradis. Je me suis dit, tiens, je vais aller chercher pourquoi ça s'appelle le Paradis. Et en fait, le sens étymologique, ça vient du grec, tenez-vous bien, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, en tout cas moi je ne le savais pas. Ça veut dire enclos pour les animaux.
c'est l'enclos pour les animaux, l'enclos pour les fleurs, l'enclos pour les roses. Voilà, la rose, elle est dans son paradis. Et nous, on nous a foutus dehors avec un coup de pied dans le cul. Donc, il va bien falloir trouver une solution pour retrouver cet enclos. Je vous rappelle, vous pourrez vérifier, hein, c'est remboursé sinon, que étymologiquement, en grec, c'est l'enclos pour les animaux. Alors, s'il n'y avait que cette dimension-là, s'il n'y avait qu'une origine et qu'un but, ce serait à la fois compliqué et simple. Compliqué parce qu'il faudrait l'atteindre, le but, mais simple parce qu'on aurait en gros décliné nos objectifs et ce serait assez facile. Une mission, des moyens, un homme, ça c'est ma vie précédente. Et puis à partir de cela, j'arriverai à mon but avec un résultat, au résultat, hein, il y en a à qui ça parle, et au résultat, je ferai le compte des impacts. Bon, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que la philosophie, c'est aussi un objet que la rose n'a pas. C'est le réel. La rose se fout réellement du réel. Moi, je suis obligé de prendre en compte le réel. Il y a une essence. Alors vous allez me dire, il y a l'essence de la rose. Mon ami le berger des fleurs, il parle de l'essence de la rose. Les bergers des fleurs, il y a l'essence de la rose, bien sûr, c'est l'essence de la rose. Mais l'essence de la philosophie, puisque je ne suis pas une rose, et bien tenez-vous bien si on y réfléchit, ça ne peut être que l'amour. La rose, elle a son essence que vous connaissez, surtout les fleurs de mai, et dans cette région, mais nous, notre essence, c'est l'amour. Mais il y a un chemin pour atteindre tout ça. La philosophie, son chemin, c'est quoi? Ben, c'est la vérité. Alors certains l'écrivent avec un V majuscule, d'autres avec un V minuscule. Je pourrais en débattre plus tard. Tout ça nous amène à une quête. En fait, la philosophie, j'ai l'habitude de dire, a trois quêtes. La quête d'essence, la rose, elle est en plein dedans. La quête de sens et la quête du sens. La quête d'essence, là, ce sont les cinq sens. Et d'ailleurs, Voltaire, dont je parlais tout à l'heure, est par définition un des plus grands sensualistes. Moins que Diderot, je l'aime. Mais un grand sensualiste. La quête de sens, eh ben, c'est toutes les interrogations que je peux me poser par rapport au sens de ma vie. Et aujourd'hui, on est prêt à mourir pour le sens de sa vie, alors que beaucoup ont du mal à comprendre ça, pour en reparler. Et la quête du sens, eh ben, c'est ce qui nous dépasse, à défaut d'avoir quelque chose au-dessus de la tête. Et c'est la vraie question. Rappelez-vous de Dostoïevski, hein, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et vous avez vu ce qu'on se permet au nom de Dieu. C'est amusant. Donc cette quête, c'est quoi? Si je synthétise la quête d'essence, la quête de sens et la quête du sens, ben c'est la sagesse. C'est tout simplement ce qu'on peut appeler la sagesse, avec un S majuscule. Et être sage, ben c'est pas facile. Je vous rappelle que philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Je prétends que c'est surtout la sagesse de l'amour, j'y viendrai à la fin. Et donc il faut, en respectant le temps, il faut donc arriver à cette quête ultime qui est la sagesse. Mais pour arriver quelque part, le pragmatique que je suis, il a besoin de mettre quelque chose dans le moteur. Il faut que ça démarre. Et le moteur de tout ce qu'on fait, ben, c'est le désir. Et plus particulièrement le désir du désir. Je ne suis pas lacanien, mais il y a cette idée de désir du désir. Ce moteur est important. Et dans ce moteur, il va falloir que j'y mette un carburant. Il va falloir que j'y mette une énergie. Et encore une fois, je citais Heidegger tout à l'heure, et je reprends un mot très heideggerien, il va falloir que je sois authentique. L'authenticité. L'authenticité, c'est ce qui permet de mettre du carburant dans un moteur qui, encore une fois, est le désir. Et tout ça va être possible grâce à quoi? Grâce à la raison. La raison que la rose, bien évidemment, n'a pas besoin. Mais que moi, qui ai perdu le sens que j'avais en tant que rose, m'étant psychose très lointaine, eh bien, j'ai besoin de retrouver cet épanouissement de ma rose
Je sais qu'elle a beaucoup lu Le Petit Prince, et donc il va falloir que je retrouve, bien évidemment, cela grâce à ma raison. Et tout ça dans une harmonie de sens. Parce que la philosophie, qui, comme vous le savez, est profondément thérapeutique, c'est l'harmonie des sens, des trois quêtes. Quête de sens, quête d'essence, quête de sens, quête du sens. Mais tout ça n'est possible qu'à une condition qui est de plus en plus difficile dans notre société, qui s'appelle la liberté. S'il n'y a pas de liberté, tout ce que je viens de dire tombe à l'eau. Et la philosophie ne sert strictement à rien, ça devient le dogme, ou la philosophie académique. Tous les mots en isme. Voilà. Et donc, il faut que j'accède à cette liberté. Et toujours pour revenir sur l'étymologie, je me rendais compte, en réfléchissant à cette intervention, et vous avez devant vous deux docteurs en philosophie, que ce sont des termes absurdes. Pour nous, en tout cas pour moi, je ne vais pas parler pour toi. Pourquoi absurde? Parce que docteur, ça vient de docte, c'est-à-dire ça vient de dogme. Un docteur, c'est quelqu'un qui est dans un dogme, qui accepte un cadre, qui va le respecter, il va même d'ailleurs être reconnu par ses pairs pour ne pas commettre d'impair. Voilà. Et s'il commet un impair, ses pairs le foutent dehors. Alors il n'y a pas chez les docteurs en philosophie un ordre des docteurs en philosophie, mais chez plein de docteurs, vous avez bien évidemment des ordres, qui sont d'ailleurs sujets à désordre, en un mot. Permet de vous faire remarquer. Chez nous, il n'y a pas ça. Donc en fait, le docteur, c'est quand même celui qui s'accorde à un certain dogme. Or, pour moi, et ça n'engage que moi, et on parle que pour soi, la philosophie, comme je viens de vous le dire, c'est la liberté. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas le dogme, et plus particulièrement une autre racine de docte, qui va devenir doute. Le philosophe, c'est celui qui doute. Et quand vous doutez, par définition, vous n'êtes plus dans le dogme. Pour arriver à ne plus douter, et à avoir un certain repère, et dans repère, il y a pair, qu'on peut écrire de différentes façons, eh bien, je vais en appeler à des pairs. Alors, pair A-I-R-S, ou pair avec un accent grave, mais toujours est-il que je vais chercher des repères. Et parmi ces repères, eh bien, je vais vous proposer un premier repère qui est Voltaire. Pourquoi, pour moi, Voltaire est un philosophe? Je vais vous le dire franchement, Voltaire est un philosophe parce qu'il n'est pas enseigné en classe de terminale de philosophie. Voilà. C'est la raison principale pour moi pour laquelle il est philosophe. Quand je prends la liste dogmatique des philosophes enseignés en classe de terminale, je l'ai exercé pendant 4 ans, cette fonction, je me rends compte que, attention, je ne jette pas les 60, entre guillemets, parce qu'il y en a peut-être un peu plus, ça va dépendre bien évidemment des instants, mais Voltaire n'y est jamais. Voltaire n'est pas enseigné en terminale, donc c'est un philosophe. Et pourquoi c'est un philosophe? Entre autres parce qu'il n'est pas enseigné en terminale. C'est un philosophe parce qu'en 1734, il écrit un traité de métaphysique, Voltaire. Incroyable, un traité de métaphysique de Voltaire. Et dans ce traité de métaphysique, en substance, je vais vous économiser la lecture complète du traité de métaphysique de Voltaire, il dit « un système, c'est-à-dire une erreur ».